Il vient de signer le plus gros deal entre une société marocaine et israélienne. Moundir Sniber, président de Gaïa Energy, est notre invité dans le Scan. 13 milliards de dirhams vont être investis par la société israélienne Gandir dans des projets de son entreprise. Nous en parlions il y a quelques jours dans des projets de son entreprise. Quels sont les objectifs de ce deal? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Nous allons également parler avec lui du marché des énergies renouvelables. Le Maroc peut-il être un champion de l'hydrogène vert? Quels défis attendent le secteur? Passage au Scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce jeudi 17 mars 2022, je vous propose une interview avec Moundir Sniber. Bonjour Moundir Sniber. Bonjour. Vous êtes le président de Gaïa Energy. On va parler avec vous du plus gros deal réalisé par une société marocaine avec une société israélienne depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. 13 milliards de dirhams vont être investis par la société israélienne Gandir dans des projets de votre société. D'abord, quels sont les secteurs d'activité ciblés précisément par ce deal? Alors, comme vous l'avez dit, en fait, pourquoi les premiers? Tout simplement parce que cette relation est née juste avant les accords d'Abraham. Donc, comme par hasard, il y a eu, on va dire, une prise de contact. Et il se trouve que quelques semaines après, il y a une espèce d'autoroute qui s'est ouverte entre Israël et le Maroc et ça tombait très très bien. Ça n'a fait qu'à encourager cette vision-là, en fait, d'amener du capital d'Israël pour renforcer un peu, si vous voulez, l'investissement dans les projets au Maroc. Et du coup, on était un peu en amont de la vague. Hein. On a commencé à travailler. Bon, le deal, c'est quand même 1 an et demi de boulot. Hein. C'est 1 an et demi de négociations, de contrats. Donc, ça s'est pas fait en 2 semaines. Donc là, une fois qu'on a annoncé le deal, tout était déjà signé. Et peut-être que vous serez doublé très prochainement sur le montant. Peut-être. En tout cas, voilà, nous, les secteurs phares, si vous voulez, de Gaïa, on a été une boîte, si vous voulez, quand Gaïa a été créée, on avait une vision un peu avant-gardiste. Ça a été mal vu à l'époque, hein, à notre création en 2009. Quand j'ai créé Gaïa, j'avais la vision de positionner Gaïa en tant que redistributeur d'électricité verte. Puis quand je suis allé à l'ONE, on m'a dit, mon coco, c'est pas possible, même si la loi, elle dit qu'on peut vendre sur la moyenne tension, ça marche pas. Ouais. Non, en gros, on t'autorise pas. Du coup, mon modèle ne fonctionnait plus. Et puis, mon premier projet, en fait, c'était d'exporter de l'électricité en Espagne. Et du coup, j'avais des relations en Espagne en 2010, des discussions avec Red Electrica, comment exporter de l'électricité. Et pareil, on m'a dit à ce moment-là, Moundir, écoute, va voir ailleurs, c'est pas possible. Donc, du coup, on a été vachement limité, mais on a gardé cette foi, hein, en une vision future d'un Maroc ouvert au niveau et libéralisé sur les énergies renouvelables. Ça a été 10 ans très difficiles où on a, si vous voulez, cru en nos projets. Et c'est vrai, comme je vous l'ai dit avant l'interview, beaucoup de sociétés sont arrivées en 2009-2010, ont investi beaucoup de sous et sont repartis. La plupart, en fait, sont repartis. Donc, on est un des derniers survivants de la vague 2009 suite à la libéralisation du secteur 1309, de la loi 1309. Pour revenir on va dire au domaine, plus précisément, le cœur de métier, ça reste quand même la production d'électricité à partir d'origine renouvelable. Ouais. Donc notre métier, c'est notamment, on est plus spécialisé dans l'éolien, parce que l'éolien est un peu plus technique, un peu plus complexe. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en Afrique. On est connu aujourd'hui pour être des leaders en termes de développement éolien sur le continent africain. Et du coup, le modèle, c'est de produire de l'électricité verte sur le réseau haute tension de l'ONE, seulement sur le réseau haute tension, j'insiste bien, pour pouvoir le revendre par une espèce de, on va dire, de déduction arithmétique que fait l'ONE à des clients qui sont aussi connectés en haute tension, car le réseau haute tension n'appartient qu'à l'ONE. Les distributeurs n'ont pas accès au réseau haute tension. Donc, en gros, la liste, elle est très courte. Vous avez une trentaine d'industriels, dont des gros miniers, des cimenteries, des aciéries, l'OCP et quelques boîtes publiques comme l'ONCF. Donc, on va dire, le noyau est assez petit. Donc, ça, c'est le premier marché. Et donc, sur ce marché-là, on a un projet maintenant de 80 mégawatts dont la construction va commencer, là, dans les mois qui viennent. Et on a aussi 2 autres projets de 100 et 80 mégawatts qui arrivent juste après. Donc, ça, c'est quand même des projets qu'on a initiés il y a 9 ans. C'est pas récent du tout. On est à la fin du cycle. Après, on a une autre typologie de projets qui sont un peu différents et qui deviennent très à la mode. Notamment, par exemple, mes partenaires en Israël ont 40 mégawatts sur toiture. Mais sauf que à Tel Aviv et en Israël, si vous voulez, l'opérateur rachète l'électricité directement. Ouais. Donc, il suffit d'avoir un bon contrat de location, on installe les panneaux,
tout est en place, ça va plus vite. Ce qui n'est pas encore le cas ici au Maroc. Ce qui n'est pas ici. Alors ici, ce qu'on fait, c'est on travaille en étroite collaboration avec certains industriels qui ont un besoin, premièrement, de décarbonisation, c'est-à-dire de pouvoir exporter en justifiant qu'ils consomment de l'électricité verte. Et ça va être de plus en plus un impératif. Exactement. Et avec tout ce qui se passe, ça ne fait qu'accélérer. Et secondo, quand même, un argument de taille, c'est le prix. Donc aujourd'hui, on arrive à proposer des réductions qui vont jusqu'à 20-25% sur leurs factures. Donc c'est tout bénef pour eux. Le seul hic, vous savez, dans ces histoires, c'est la notion de développement durable. Et c'est ce qui a beaucoup bloqué, on va dire, tous ces projets au Maroc. Quand j'ai commencé Gaïa, j'avais une vision assez transversale. Je voulais faire de la biomasse, de la biométhanisation, de l'hydraulique. Et dès qu'on rentrait en discussion avec des industriels, dès qu'on parle de 10, 15, 20 ans, les gens ils commencent à avoir mal à la tête. La biomasse, vous avez abandonné ? Oui, on a abandonné parce que, en gros, le problème qui se pose, c'est que même si je vais chez un industriel marocain, maintenant c'est en train de changer, mais à l'époque, et que je dis, OK, je peux t'offrir une réduction, tu n'as même pas d'argent à mettre. J'arrive, j'installe, je finance. Mais lui, son souci, il se dit, mais moi, dans 5 ans, peut-être que je fais faillite. Dans 10 ans, peut-être que le marché, il va changer. Comment je vais garantir, moi? Et vous savez, j'ai eu le même problème sur la biométhanisation, qui pour moi était en termes d'économie positive un modèle extraordinaire, parce qu'on pouvait récupérer les déchets d'une industrie, les transformer en énergie, en chaleur, et récupérer de l'engrais derrière. Un cercle parfait. On est dans l'économie circulaire positive parfaite. Et en fait, j'ai essayé avec 4-5 industriels, et on a été bloqué sur la garantie de fourniture des déchets. Donc l'industriel pouvait pas garantir le montant de déchets qu'il allait fournir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de visibilité lui-même sur son... C'est pour ça qu'on parle bien de développement durable. On peut pas s'engager sur ce genre de sujet si on n'a pas une vision long-termiste. Donc là, pour revenir sur Gandir, on est sur de l'éolienne pour l'instant. Alors, donc je reprends la 1309, des projets d'autoproduction de toitures solaires et aussi d'off-grid. On est en train de travailler avec des miniers pour leur fournir des solutions de stockage et de solaire afin de diminuer nettement leur consommation en gasoil, en fait, de gros générateurs. Ça reste quand même une petite partie. On travaille aussi sur de l'agri-photovoltaïsme. Donc ça aussi, ça reste une partie plus petite. Il y a beaucoup de recherche et innovation, beaucoup de startups qui vont nous aider là-dessus. Mais en gros, disons que le renouvelable occupe de plus en plus d'espace. Si vous prenez le cas de la France, par exemple, en France, il n'y a plus d'espace pour mettre des panneaux solaires et des éoliennes. On empiète sur le terrain agricole. Et l'agriculture, c'est sacré, donc... ça fait de la contestation, parfois. Ça pose un vrai problème. Du coup, combiner, en fait, les technologies photovoltaïques avec l'agriculture, notamment avec des ombrières, des serres photovoltaïques, etc., ça permet de combiner les deux sans... on va dire diminuer la part des terrains agricoles dans le mix en fait d'occupation des terrains. Le gros sujet, c'est l'hydrogène vert aussi. Donc on travaille sur des projets assez ambitieux qui sont même supérieurs aux investissements qu'on a mentionnés dans le communiqué. Et on travaille sur de l'export d'énergie verte sous différentes formes. Ça tombe bien parce qu'on va en parler justement. Peut-être juste pour terminer le chapitre business, entre guillemets, sur votre société et puis sur ce partenariat donc avec Gandir, 13 milliards de dirhams qui vont se répartir comment précisément? Alors, je peux pas donner exactement les fourchettes, mais en gros, pour être plus précis, 13 milliards de dirhams représentent, si vous voulez, le financement global des projets les plus avancés que nous avons dans notre portefeuille, qui sont, on va dire, à un stade de maturité très avancé. Et sur ce montant-là, bien sûr, les banques participent à hauteur de 70-75% et le reste des fonds propres est apporté par Gaïa à travers ses différents partenaires. Alors, je voudrais qu'on parle hydrogène vert. C'est un secteur d'avenir. Le Maroc est plutôt bien placé pour l'instant au niveau mondial dans les pays qui a du potentiel en la matière. Quel est votre regard, vous, sur l'évolution de ce marché de manière globale et sur la position du Maroc? Pour l'instant, on a des souhaits. On a des vœux, on a quelques projets par-ci par-là qui s'annoncent. Est-ce que vous y croyez vraiment? Écoutez, mon constat, après 12 ans d'investissement, et même dans le développement durable, ça fait 18 ans que je suis dans le secteur, quand ce sont les politiques qui portent les projets, on a des forts risques que ça n'aboutisse jamais, parce qu'il n'y a pas d'esprit entrepreneurial. Il faut que le secteur privé prenne en main ces sujets et les pousse, parce qu'un entrepreneur, c'est pas un homme politique. On a des visions complètement différentes. On a quelques ministres entrepreneurs cette fois-ci. Oui, bien sûr. Davantage que dans le gouvernement précédent. Du coup, en fait, si on revient, si vous voulez, à l'hydrogène, il faut voir un peu comment la tendance est née. Le gros foyer, c'est l'Australie. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché très proche qui est le Japon, qui a un besoin immédiat de transformation. Donc l'hydrogène vert, qui va être exporté sous forme d'ammonia vert,
donc qui va être liquéfié, parce qu'on a un gros problème de condensation, de liquéfaction de l'hydrogène. Ça coûte très cher, ça prend beaucoup de place. Donc du coup, aujourd'hui, il y a des solutions de transport qui sont en cours de développement, mais elles n'existent pas encore réellement. Du coup, aujourd'hui, cet ammonia vert va pouvoir remplacer jusqu'à 30% du charbon utilisé dans les centrales à charbon japonaises. Donc vous avez déjà un gros consommateur là qui est prêt à acheter tout de suite. C'est colossal. Hein, c'est colossal. Donc du coup, ça a encouragé le gouvernement, les développeurs à pousser le secteur de l'hydrogène vert. Le deuxième pays qui vient juste après, c'est le Chili. Et le Chili, ils ont un ministre de l'énergie qui est très proactif, qui est en train de structurer. Et c'est drôle parce que vous avez dans le désert du Takama, hein, c'est des grandes étendues comme chez nous, et vous avez un développeur à côté de l'autre qui sont collés, qui sont en train de faire les études pour faire de l'hydrogène vert. Donc c'est vrai qu'au niveau législatif, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Au Maroc, on a l'avantage de la proximité de l'Europe. Mais on a le désavantage aussi que la principale ressource se trouve dans la partie difficilement finançable. C'est-à-dire ? Donc dans la partie que les Européens ne reconnaissent pas complètement et qui pour nous est la partie sud. Donc je ne peux pas prononcer le nom à la télé. Oui. Mais voilà, la partie non reconnue par les Européens, sachant que quand nous sommes sur des projets d'infrastructure importantes, de cette taille-là, les banques marocaines ne peuvent pas financer. Donc aujourd'hui, quand vous prenez les grands projets structurants à Laayoune, à Dakhla, etc., c'est les grandes banques marocaines qui sont derrière. Pour eux, pas de problème, c'est l'intégrité territoriale du Maroc, ça rentre dans leur feuille de route. Mais dès que vous allez parler à des organismes comme la KfW ou l'AFD ou la Bird, etc., ça grince un peu des dents. Il n'y a pas de cas encore. Donc ça va être un défi majeur de trouver des financements adaptés parce qu'on est quand même sur des volumes très élevés pour réussir le pari de l'hydrogène vert. Mais si on prend, si vous voulez, la situation géostratégique, physique, géographique et en termes de ressources, oui, nous sommes très très bien placés. Mais est-ce que justement par rapport à ce contexte de la guerre en Ukraine, avec cette problématique, cette dépendance de l'Europe au gaz, est-ce que vous pensez qu'il y a une carte à jouer sur le moyen ou long terme pour le Maroc ? Il y a une carte extraordinaire à jouer. Maintenant, il faut savoir la jouer, qui va la jouer, comment. Oui, je pense qu'avec l'Allemagne, il y a quelque chose de fort à faire aujourd'hui. Maintenant, nous, on peut pas trop communiquer sur nos ambitions parce que, si vous voulez aussi, je pense que le secret de la réussite pour nous, c'est la discrétion. Donc, on veut pas communiquer sur nos projets. Mais oui, je pense que le Maroc a une grande carte à jouer. Et j'espère que Gaïa fera le nécessaire à travers ses partenaires et ses collaborateurs pour amener ces initiatives à bout. En tout cas, je peux vous assurer qu'on travaille nuit et jour là-dessus. Voilà, première partie de l'interview de Moundir Sniber. La suite à retrouver dans l'épisode suivant. Et je vous invite également à découvrir l'article de mon confrère Ibrahima Bayo Junior, Énergie renouvelable, Gaïa Énergie et Gandir, un mariage maroco-israélien. Article disponible sur telquel.ima. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.